Moi, je dirais que c'est une plongée dans l'univers mystérieux et nostalgique d'un ancien agent secret qui, un jour, est confronté à son passé d'espion lorsque sa voisine disparaît soudain. Moi, je dirais que c'est une expérience cinématographique construite un peu comme un roller coaster et on s'en prend plein la figure. We love cinema. Ben, on a pensé le récit comme un diamant, où on a construit l'histoire avec plusieurs couches de thématiques et narratives. Et quand tu regardes le diamant, tu as plein de facettes, et quand tu regardes le film, tu peux voir le film de différentes manières. Donc chacun va avoir quelque part sa manière d'interpréter le film. Deux spectateurs peuvent voir un film complètement différent. En fait, c'est un film sur l'illusion. Donc, on a essayé de raconter l'illusion de différentes manières, par la narration, par la forme, les images, l'endroit où on a tourné, qui est la Côte d'Azur, qui est vraiment le lieu typique de l'illusion, du luxe. On a utilisé aussi un art qui s'appelle l'op art, qui est l'art de l'illusion optique. Par exemple, il y a une robe Paco Rabanne dans le film, comme avec des gros miroirs ronds. On essaye d'apporter plein de choses visuellement parlant, avec les décors, avec les costumes, qui viennent de cet art de l'illusion d'optique aussi. Quand on préparait le film, on a vu The Father avec Anthony Hopkins, et ça nous faisait penser un peu à l'approche qu'on avait, sauf que nous, on est dans un film de divertissement, où il y a des scènes d'action, des courses-poursuites, mais c'est un peu une version hardcore de The Father. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce que c'est exactement ça, cette espèce de mémoire fragmentée du personnage principal qui commence à se perdre dans ses souvenirs et qui voit quelque part sa vie redéfiler et qui revit son ancienne vie. Bah, la première référence, c'est l'Eurospy, c'est les films européens dans les années 60, italiens, espagnols, français, qui étaient des contrefaçons de James Bond. En France, il y avait les OSS 117 qui sont peut-être les plus connus. Donc on a voulu mélanger cet univers qui est très pop, très psychédélique, avec Mort à Venise de Visconti, pour voir qu'est-ce que ce mélange allait donner. Ensuite, il y a aussi Sunset Boulevard, où tu as tout ce jeu de mise en abîme sur le cinéma. Et les comics italiens, tels Diabolique, qui mettent en scène des méchants qui sont en fait les héros des aventures de ces bandes dessinées. Et ce qu'on aimait bien, c'est qu'on est dans une zone grise, où justement, il n'y a pas ce côté le bien, le mal, comme on peut avoir dans les films américains, dans les blockbusters. Et on trouvait que c'était une manière assez chouette de traiter ce sujet-là. Et surtout, en termes d'esthétique, c'est beaucoup plus riche pour ce côté donc pop, psychédélique, que des blockbusters actuels. Notre point de départ, c'est vraiment ces films-là. Mais le but, c'est pas juste c'est pas de les copier de quoi que ce soit. C'est un point de départ parce que tout le monde connaît ces codes de James Bond. Tout le monde les a intégrés. Et ça nous permet finalement de partir vers complètement un autre voyage, d'amener le spectateur vers quelque chose peut-être de plus inattendu, plus surprenant. Ce qui nous intéresse, c'est du coup ce parallèle, évidemment, ces films-là, donc représentant un monde édulcoré. Par contraste, c'est intéressant de pouvoir aborder le monde actuel à travers cet angle. Que finalement, l'histoire, c'est l'histoire d'un héros qui n'a pas réussi à sauver le monde, qui se retrouve confronté un peu au résultat de toutes ces missions qui ont plutôt contribuer à leur manière à l'excès et à détruire la planète. Justement, dans cette approche où d'habitude c'est très manichéen, le bien, le mal dans ce genre de film, on a créé des antagonistes. Au final, sont-ils aussi mauvais que notre héros? On a voulu créer un Serpentique, l'antagoniste féminin de John, le héros, basé sur le personnage de Diabolique. Pour nous, ce personnage, on adore parce qu'il nous fait penser effectivement à Diabolique, mais aussi à Fantomas, mais aussi à Irma Vep. Et on adore ces personnages masqués qui surprennent par leur personnalité insaisissable, comme ça. Pour le rôle du méchant, on a travaillé avec Koen De Beau. On l'a vu beaucoup dans des rôles de gentil, on va dire, et on trouvait qu'il avait vraiment la possibilité d'incarner le méchant bondien. Ouais. Il a l'élégance, le mystère, le charisme. On se disait, il peut vraiment avoir l'air hyper dangereux. Et après, un des grands challenges, c'était de trouver John, donc un équivalent francophone belge de James Bond. Et donc, on a rencontré Yannick Renier. Quand on l'a rencontré, il sortait d'un tournage où il jouait un personnage en fin de vie. Et on a fait des essais avec lui, il avait toutes les palettes de jeux qu'il fallait pour faire le rôle, et il lui manquait le côté physique. Et il a dit, vous en faites pas, en 4 mois je vais prendre 10 kilos et je vais complètement transformer.
Et c'est ce Et qu'il a c'est ce fait. qu'il a fait. Et c'était impressionnant quand on l'a retrouvé juste avant le tournage où s'était transformé en super-héros. Ben pour Serpentique, on a rencontré pas mal de cascadeuses et on a bien travaillé avec des danseuses. Et on avait vu il y a une vingtaine d'années Blush de Wim van de Kebus. ouais. Et il y avait une danseuse qui nous avait beaucoup marqué, mais on ne savait pas qui c'était. Et puis pendant la prépa, en faisant des courses au supermarché, on tombe sur Wim van de Kebus et on lui dit ah quand tu as fait Blush, il y avait une danseuse incroyable, etc. Et il dit, je pense que c'est la mère de mon fils. Et puis, hop, il nous montre sur son téléphone, et c'était elle, c'est Tima Nguyen. Et donc, c'est une danseuse contemporaine dont le père était sifu de kung-fu, d'arts martiaux. Donc, elle était à la fois artiste martiale et à la fois danseuse. Et donc, pour incarner ce personnage, elle était parfaite parce qu'elle a pu faire toutes les séquences de bagarre. Et elle a vraiment donné toute cette aura qu'on cherchait à Serpentique. On a essayé de construire le film, non pas de manière cérébrale, mais vraiment de manière physique, pour faire vraiment une expérience sensorielle le plus possible. Donc du coup, le son joue énormément dans cette expérience. On a vraiment travaillé de manière très très précise chaque son pour essayer que ça rentre dans les corps et que ce soit vraiment une expérience corporelle. Tout ce côté sensoriel, ce travail sur les matières vient déjà de la photo de Manu Dacos, qui est pour nous un des meilleurs chefs-op actuels dans le monde, pas qu'en Belgique, qui a sublimé toutes ces matières. Et après, au niveau du son, on tourne sans son direct et tout est recréé avec un bruiteur, Olivier Theis, qui travaille ici, et Dan Breuiland qui fait tous nos montages son. Et donc, on arrive à traiter le son d'une manière très précise, très texturée. Et c'est ça qui donne la puissance au film. Il y a aussi le montage hyper rythmé, hyper rapide et très sensoriel aussi, parce que c'est la manière qu'on a de mettre chaque plan l'un à côté de l'autre qui va donner finalement des associations d'idées aux spectateurs. Ça va plus jouer sur l'intuition et sur ce qu'ils reçoivent. Et donc ça, c'est le montage de Bernard Bates, notre monteur de toujours. Ouais, parce que le montage de Bernard Bates est vraiment inspiré du cinéma hongkongais, où c'est un montage très rapide, où on s'en prend plein la figure, et je pense que ça participe énormément au côté sensoriel et explosif du film. Avec ce film, un peu comme avec nos autres films, ce qu'on aime, c'est quand le spectateur peut prendre sa place dans le film. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à le guider de bout en bout, à lui expliquer ce qu'il doit comprendre avec des dialogues explicatifs. C'est pas notre démarche. Ce qu'on aime beaucoup, c'est quand il peut vraiment s'approprier le film et il est actif du coup. Il va se prendre beaucoup d'informations, ça c'est vrai. Et c'est pas grave si sur le coup, il n'arrive pas tout de suite à se frayer un chemin dans ce labyrinthe, quelque part. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il prenne du plaisir, qu'il entre dans le labyrinthe et qu'il prenne vraiment du plaisir à s'y perdre. À un moment donné, il trouvera une sortie. On veut que le film continue à vivre en lui comme nous, on a eu des expériences de films comme ça, comme avec les films de David Lynch. Que le film puisse avoir une vie plus longue. C'est pas vraiment un film de consommation rapide, en fait. Il faut prendre son temps pour l'apprécier et il n'y a aucun mal à ça. Pour moi, c'est vraiment une déclaration d'amour au cinéma, dans le sens où c'est un film qu'on a fait pour la salle. Maintenant, on appelle les films des contenus. On regarde ça sur notre ordinateur et c'est plus du tout la même expérience. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire notre métier, c'est le cinéma, l'expérience salle. Pour moi, le cœur battant du film, c'est la définition du héros. Là, on présente un héros à bout de souffle. On pourrait croire que c'est un film à première vue sur la vieillesse avec cet agent secret qui se perd dans ses souvenirs, dans un monde idyllique qu'il imagine peut-être. Et finalement, pour moi, c'est plutôt un film sur la jeunesse, sur des héros auxquels on s'est identifié et qui finalement n'ont pas sauvé le monde. Peut-être que voilà, on a besoin de nouvelles héroïnes, de nouveaux héros. On a peut-être besoin finalement d'une nouvelle image du héros et d'héroïne. Voilà.